C'est dans la puissance de ses facultés imaginatives que l'amant de Dulcinée trouve à compenser la médiocrité de sa condition. La mégalomanie du visionnaire n'est qu'une fuite devant la réalité. Mais l'excès d'imagination, l'imagination délirante, peut provoquer ce que discrètement de nos jours on appelle maladie mentale et qu'au XVIe siècle espagnol on nommait folie. Monsieur Michel Foucault, auteur d'une histoire de la folie, ne pouvait manquer de s'intéresser au cas Don Quichotte. Monsieur Michel Foucault, je voudrais que vous nous disiez ce que représente pour vous Don Quichotte, à la fois dans le monde des vivants et dans le monde de ces demi-morts qu'est celui des fous. Eh bien, voyez-vous, l'œuvre même me paraît très curieuse. J'ai l'impression qu'elle est au confluent de deux traditions. Une tradition qui est la tradition nordique flamande de la fête des fous. Pratiquement jusqu'à la fin du XVIe siècle, on a célébré dans l'Europe du Nord, en Flandre et dans la France du Nord également, des fêtes de fous qui se situaient en général soit le 1er janvier, soit encore le 31 décembre. Et ces fêtes des fous étaient des sortes de saturnales. On y chantait le Deposuit potentes, et c'était l'apothéose de tous les petites gens, de tous les ignorants, de tous les gens qui ne savaient pas lire et écrire, qui se déguisaient en savants, en professeurs, etc. Et cette fête a eu suffisamment d'importance pour que non seulement elle se répande à travers toute l'Europe, mais pour qu'on en trouve justement dans des œuvres aussi importantes que Don Quichotte, une sorte d'écho. Il y a dans Don Quichotte toute une fête de la folie, Don Quichotte, le misérable Hidalgo qui se prend, qui est pris, qu'on accepte comme un héros, Sancho qui devient gouverneur de l'île. Tout ça, c'est une sorte de résurrection de la fête des fous, dont la tradition flamande s'était naturellement, pour des raisons politiques, facilement transmise à l'Espagne. Et puis, alors, il y a la tradition italienne de la burla, enfin, de la sorte de farce grotesque, burlesque. C'était une plaisanterie plutôt qui n'était pas aussi rituelle que la fête des fous, mais qui s'inspirait tout de même des mêmes thèmes. Et c'est cette tradition que l'on retrouve également, cette tradition italienne que l'on retrouve également chez Don Quichotte. Et alors, Il y a aussi Don Quichotte lui-même, qui dépasse presque son personnage. Oui. Alors, Don Quichotte, c'est quelque chose évidemment de très complexe. Il faut bien se mettre dans l'esprit que le personnage de Don Quichotte est tout de même très précisément situé dans la culture du XVIe siècle, même dans la culture médicale. Don Quichotte, on trouve de la folie de Don Quichotte des définitions quasi médicales dans le texte. En particulier, cette idée que le Don Quichotte délire sur un seul point les romans de chevalerie et que pour tout le reste, il est dans son entier bon sens. Cette idée qui nous paraît au fond littéraire et pas médicale du tout, si on ouvre les textes médicaux du XVIe siècle, on s'aperçoit qu'elle est admise et acceptée par tous les médecins du XVIe siècle. C'est ce qu'on appelait à ce moment-là la mélancolie. Mais il est clair que le personnage de Don Quichotte dépasse infiniment cette définition médicale. Et il y a des textes, au fond, très inquiétants dans Don Quichotte à ce sujet-là. D'abord, le fait que Don Quichotte, un petit peu d'ailleurs comme les personnages traditionnels des fous dans le théâtre, dans les autres romans de cette époque-là, le fou, Don Quichotte, comme les autres fous, est chargé de dire la vérité. Il y a une manifestation paradoxale de la vérité par la bouche du fou. En particulier, quand Don Quichotte donne des conseils de gouvernement et comme une sorte d'esquisse de constitution pour l'île de Sancho, ce sont les idées politiques et constitutionnelles de Cervantes lui-même. Puis il y a encore plus grave, c'est que Don Quichotte, c'est au fond le personnage de la charité pure. Il y a évidemment tout le délire de grandeur chez Don Quichotte, mais il y a une sorte de délire de la bonté à l'état absolu, qui est tout à fait curieux et qui, lui, n'est pas, si vous voulez, de la folie, ou qui serait peut-être, au fond, une sorte de folie mystique. C'est ça que vous trouvez inquiétant? Je le trouve inquiétant dans la mesure où il me semble que Cervantes désigne là toute une région très étrange et très riche de la déraison humaine, qui va depuis la quasi-hallucination, c'est l'histoire des moulins, c'est aussi l'histoire des saints, jusqu'à un certain point. Et alors jusqu'au dépouillement le plus total, à la bonté délirante pour tous les êtres, pour tous les hommes, les choses, les animaux. La bonté de Don Quichotte est infinie, c'est l'ivresse du saint, c'est l'ivresse de la sainteté devant la misère humaine.
Alors il me semble que c'est par là justement que Don Quichotte a échappé aux définitions médicales pourtant précises qu'on trouve dans le texte, et puis alors qu'il rejoint tout le grand problème de la déraison de l'homme. Je crois aussi qu'elle est une sorte d'espoir pour l'homme, et que c'est peut-être ce qui a fait qu'à travers les siècles, il nous a rejoints et qu'il nous accompagne. Je pense effectivement, il y a, si vous voulez, chez Don Quichotte probablement beaucoup de désespoir et beaucoup d'espoir. Enfin, Don Quichotte, c'est un personnage de la fin du XVIe siècle, un vieux hidalgo qui est dans la misère, et c'est toute la misère et le désespoir d'une noblesse espagnole déçue et devenue sans rôle politique aucun, qui s'exprime dans les hallucinations et le délire de Don Quichotte. Et puis effectivement, cette possibilité pour une humanité devenue très misérable, de trouver dans une sorte d'extraordinaire consolation. Il y a le très beau passage, vous savez, où Don Quichotte revient enchaîné sur une charrette de bœuf, et il dit si je reviens enchaîné, c'est que je suis enchanté. Et l'enchanteur Merlin m'a joué un mauvais tour, et Sancho Panza lui dit mais écoutez, je n'ai pas l'impression que vous soyez enchanté, car moi je ne me sens pas du tout enchanté. Et Don Quichotte dit ceci: eh bien, de toute façon, ça serait vraiment trop pénible pour ma conscience si je n'avais pas conscience d'être enchanté.